Salut les geeks, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on va parler de Winux, une distribution Linux un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une copie quasi parfaite de Windows, tant sur le plan esthétique mais aussi un petit peu sur le côté applicatif. Alors, je vous avais déjà parlé précédemment sur la chaîne d'une distribution qui s'appelait Ubuntu. En réalité, c'est son prédécesseur. Le projet a un petit peu évolué. Désormais, ça s'appelle Winux et ils sont allés un petit peu loin au niveau de la copie puisque là, il y a même d'intégrer Copilot, donc l'intelligence artificielle de Microsoft, donc qui s'appelle Copilot et qui est alimenté par ChatGPT. Alors honnêtement, je ne sais vraiment pas comment cette distribution peut exister sans se faire embêter par Microsoft, tant le plagiat en gros ou la copie est manifeste. On a les mêmes icônes, la même interface, ça reprend vraiment les logos de Microsoft, donc c'est assez étonnant. Et cerise sur le gâteau, c'est une distribution qui est payante pour débloquer toutes les fonctionnalités. Oui, vous avez bien entendu, il faudra débourser 35 $ pour débloquer les fonctionnalités de cet OS. Alors je trouve que c'est un petit peu fort de café, donc ils se font visiblement de l'argent sur le dos de Microsoft. Et il s'appuie sur Ubuntu, donc qui est une distribution open source et avec tous les applicatifs qui vont avec. Bien sûr, je suppose que ça a dû être toléré peut-être par la marque Microsoft, tant ça reste marginal en termes d'utilisation, mais je ne sais pas si ce projet va vivre longtemps, étant donné que c'est vraiment assez limite à mon avis. Alors malgré tout, cette distribution, elle est disponible comme la plupart des distributions Linux. Ils ont un site officiel où vous pourrez directement récupérer l'ISO et ensuite l'installer comme n'importe quelle distribution Linux. Donc il n'y a pas de prise de tête là-dessus. Donc ça tombe bien, on va faire ça dans cette vidéo. Je vais dans un premier temps vous faire découvrir un petit peu l'interface, voir un petit peu à quoi elle ressemble, qu'est-ce que vous avez en termes d'ergonomie, etc. Pour ceux qui voudraient peut-être faire une migration de Windows vers Winux. Et ensuite, sur la deuxième partie, on ira essayer d'exécuter des programmes qui sont normalement prévus pour Windows directement sur Winux puisqu'il intègre lors de l'installation un paquet qui s'appelle Wine, donc qui est un petit émulateur en quelque sorte du noyau Windows à l'intérieur de Linux qui va vous permettre de pouvoir exécuter les fameux fichiers en .exe. Et pour terminer, je change un petit peu l'ordre au niveau de la vidéo. Je vous fais le processus d'installation pour ceux qui voudraient se lancer dans l'aventure. Comme ça, vous verrez déjà dans un premier temps à quoi ressemble la distribution. Et ensuite, si vraiment vous voulez aller plus loin, vous verrez un petit peu comment ça se passe au niveau du process d'installation. Allez, avant de commencer, comme d'habitude, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je fais plein de vidéos de ce type-là où je parle de distribution Linux ou de logiciels ou d'OS particuliers sur lesquels peut-être ça peut être intéressant de faire des vidéos là-dessus et de vous le partager. Je vous fais également pas mal de tutoriels, de trucs et astuces. Je parle aussi jeux vidéo, je parle cinéma, je fais pas mal de tests produits. Donc si ce genre de sujet ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On est bientôt 21 000 sur la chaîne et le compteur continue de grossir. Donc si jamais vous voulez rejoindre cette belle communauté, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous cliquez sur je m'abonne. Allez, il est temps de découvrir Winux en images. Let's go! Et voilà les amis, je viens de démarrer la VM et voilà, je vous ai pas menti, vous avez l'impression d'être sur Windows et non, vous êtes bien sur Linux. Il s'agit donc de Winux. Donc là, je suis sur l'interface de connexion, donc je vais me connecter et ensuite vous allez découvrir tout de suite l'interface et je suis sûr que ça va vous parler. Donc hop, je saisis mon mot de passe et voilà, je pense qu'une image, ça vaut mieux que des mots. On est sur une copie conforme de Windows, vraiment le moindre détail a été travaillé, donc que ce soit au niveau du jeu d'icônes, puisque là on retrouve bien sûr les icônes, que ce soit sur le menu démarrer ou même sur le bureau ici avec la corbeille. Vous avez même donc des applications qui viennent de Windows, notamment Microsoft Edge, donc ça ils l'ont conservé par rapport à Ubuntu, mais je trouve qu'ils ont un petit peu amélioré, je dirais, et harmonisé un petit peu tous les petits détails qui étaient un petit peu décalés, des choses un petit peu moins bien faites. Là c'est vraiment hyper bien foutu. Alors là ici vous avez le menu démarrer et là aussi regardez, ils sont vraiment allés loin. Là tout est bien calé, nickel, on a vraiment l'impression d'être sur Windows et ça peut-être que ça peut en rassurer plus d'un si jamais vous voulez faire une transition sur Linux. Alors bien sûr on est toujours sur Linux, donc vous aurez toujours le même système avec beaucoup de terminal pour certaines actions, puisque derrière c'est Ubuntu notamment, donc pour certaines choses que vous voudriez faire il faudra quand même mettre un petit peu les mains dans le cambouis, mais
globalement tout est prêt quand même pour pouvoir faire fonctionner votre ordinateur avec traitement de texte, etc. de manière assez facile. Vous avez une Logitech ici qui va vous permettre effectivement de pouvoir installer des applications, certaines qui sont multiplateformes, que vous trouvez déjà sur Windows et que vous pourrez nativement installer sur Linux, donc sur Winux ici, et certaines qui sont spécialement prévues pour Windows, qui ne sont pas compatibles Linux, mais au travers de l'émulateur qui pourront fonctionner sur Linux. Donc ça, on le verra dans une deuxième partie. Alors au niveau de l'explorateur, là aussi vous allez voir, même travail au niveau, je dirais, de l'intégration de la thématique Windows. On a le même jeu d'icônes avec ici, vous les reconnaissez, les fameuses icônes ici de bureau, vidéo, etc. qui sont vraiment aux couleurs de Windows. Et là on a une présentation, même si c'est la présentation initiale de Dolphin, qui rappelle un petit peu celle de Windows. Alors après, effectivement, quand vous allez directement naviguer dans les dossiers, etc., on reste sur Dolphin, donc qui est l'explorateur de KDE Plasma, donc qui est un explorateur qui fonctionne très bien, mais qui est un petit peu différent que Windows. Vous voyez, vous n'avez pas tout à fait les mêmes fonctions, les mêmes actions, mais globalement vous arriverez à faire les mêmes choses. Alors côté interface, vous retrouverez ici, donc sur cette fameuse barre de tâches, vous retrouverez ici pas mal de choses que vous retrouverez également sur Windows, avec notamment ici les petites icônes qui se trouvent à côté de l'heure où vous pourrez donc effectuer certaines actions, notamment ici le réseau, le son, et vous avez même ici une petite notification sur les mises à jour. Donc ça fonctionne un petit peu pareil que sur Windows, là aussi. Donc vous avez la petite icône qui vous avertit et qui est un petit peu à l'image de ce qui est proposé sur Windows, avec une petite pastille ici. Donc quand vous ouvrez, là par contre ça va être un petit peu différent. Vous allez voir, vous allez avoir directement le gestionnaire de paquets ici. Donc la présentation elle est un petit peu différente avec toutes les mises à jour disponibles. Donc là, il retrouve Thunderbird, il retrouve une mise à jour de Edge ici. Donc directement, donc vous faites tout mettre à jour et ça va mettre à jour les paquets. Donc je le ferai dans quelques instants. On va continuer le tour d'horizon sur le pompage un petit peu au niveau de la présentation. Et là aussi où c'est flagrant, on va aller dans les paramètres et vous allez voir, ils ont utilisé la même présentation que sur Windows. Là, c'est vraiment flagrant, c'est vraiment impressionnant. Et donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc là, pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Windows, on est vraiment sur la même présentation. Vous avez un jeu ici d'onglets avec des icônes sur la gauche et ici des petits blocs comme ça. Vous avez même ici cette petite miniature ici et donc vous retrouverez ici la présentation similaire que vous avez sur Windows. Et ça, sur la précédente version Ubuntu, je trouvais que c'était un petit peu moins bien intégré. Là, ils sont vraiment allés un petit peu plus loin. Et donc, vous pourrez directement avoir l'impression d'être sur Windows pour ceux que ça rassure. Et voilà, ils ont vraiment fait un gros travail de pompage. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça un travail, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et ils ont réussi à faire quelque chose de quand même très cool au niveau visuel. Alors truc très cool ici, donc pour les personnes qui ont des comptes Gmail, qui ont des comptes Outlook ou même qui utilisent OneDrive, ça c'est le gros plus ici, vous avez ici donc OneDrive qui est disponible, donc vous cliquez sur connexion. Alors désolé, ma machine virtuelle elle est un peu molle, donc lorsque je clique c'est pas instantané, je sais pas si c'est propre au système, mais vous voyez il y a une petite latence et donc là vous pouvez directement vous connecter sur votre compte OneDrive et voir un petit peu ce que ça donne au niveau de la synchro. Donc je vais le faire et on se retrouve dès que c'est connecté et synchronisé, comme ça on voit un petit peu ce que ça donne, l'appairage de OneDrive sur Linux. Voilà, donc je viens de saisir mes identifiants et donc là ici il va falloir ajouter une autorisation pour pouvoir synchroniser les fichiers. Donc hop, on va accepter ici. Donc là ici il vous propose un dossier de synchronisation, donc là par défaut il se met sur le dossier utilisateur. Donc là on peut faire autosync ici, ça va certainement se charger automatiquement. Vous pouvez changer le dossier si vous souhaitez, on va faire oui. Et on va le laisser travailler tranquillement. Donc je pense que ça va prendre un petit temps, le temps que ça se synchronise. Donc là, hop, l'application, elle se lance. On va mettre play ici. Et donc là, hop. Voilà, donc il est en train de synchroniser les documents, donc je vous cache le nom des fichiers, c'est un petit peu confidentiel, mais ça se charge correctement, il est en train de tout récupérer et ma foi ça fonctionne plutôt bien. Donc on va juste jeter un coup d'œil sur l'explorateur pour voir si j'ai bien mes données qui sont retrouvées. Hop, je peux fermer ça maintenant directement. Vous avez le fameux petit nuage ici au niveau de l'heure qui se remet ici, donc comme sur Windows. Et donc là ici, hop, si on ouvre l'explorateur,
il doit probablement y avoir un dossier ici OneDrive, voilà, il est là. Et donc là, ici, je retrouve mon arborescence avec mes documents. Donc c'est plutôt bien foutu. Donc je vais pouvoir ici directement fermer ça et on passe à la suite. Autre application qu'on n'a pas encore parlé, que vous avez dû certainement voir ici en bas à droite, vous avez ce petit logo, vous le connaissez peut-être, il s'agit de Copilot, c'est l'intelligence artificielle de Microsoft, on va dire alimenté à la sauce ChatGPT. Donc là ici, hop, on va ouvrir. Alors là, c'est un petit peu mou du genou quand j'appuie, il faut attendre un petit peu. Tout n'est pas parfait, forcément. Ils ont beau copier, je dirais, l'habillage. Après, derrière, effectivement, il faut que ça suive au niveau applicatif. Et là, il y a peut-être effectivement des petites latences. Je suis aussi sur une machine virtuelle, c'est un petit peu moins performant. Donc voilà, une fois que vous lancez Copilot, vous avez directement l'assistant IA ici. Donc vous pouvez vous connecter pour vous rattacher à votre compte et peut-être avoir un petit peu plus de capacité au niveau des questions que vous allez poser. Mais là, par exemple, ici, on va lui dire raconte-moi une histoire, par exemple, hop, tac, et donc comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle de Microsoft directement à l'intérieur de Linux, et ça c'est quand même assez fort. Alors après, malgré tout, vous restez quand même sur KDE Plasma, donc vous gardez les fonctionnalités que propose cet environnement de bureau. Donc ici par exemple sur la barre de tâches, vous allez pouvoir ici passer en mode édition et avoir les mêmes comportements que vous avez habituellement sur KDE. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu KDE, vous pourrez faire les mêmes choses ici. Pareil, si vous allez dans paramètres d'affichage, vous retrouverez après la présentation de Linux initial et de KDE Plasma là-dessus. Donc là, on est un petit peu différent effectivement que sur Windows. C'est pas une copie conforme après quand on commence à gratter au niveau des applications du cœur du système. Donc là, ici, on retrouve ici effectivement la plupart des trucs qu'on trouve généralement sur par exemple un Ubuntu qui tourne sous KDE Plasma. Donc ça sera strictement la même chose. Donc on a fait un tour d'horizon avec un petit peu les similitudes entre Linux et Windows. Ce qu'on va faire, on va faire un petit peu mumuse avec Wine et on va voir si on arrive à exécuter des programmes qui sont initialement prévus que pour Windows directement à l'intérieur de Linux. Comme ça on pourra aller un petit peu plus loin, je dirais, dans la transition entre Windows et Linux. Il y a certains programmes peut-être que vous avez besoin d'utiliser et à ce moment là, alors je vais pas tous les tester, je vais faire 2-3 programmes comme ça et ça vous donnera un petit aperçu de ce que vous pouvez tenter en utilisant Linux. Peut-être que vous avez des programmes style EBP pour la comptage, j'en sais rien, des trucs comme ça que vous allez peut-être pouvoir tester. Alors l'idéal ce sera effectivement sur une machine virtuelle avant de faire une transition, je dirais, complètement sur votre système pour vous assurer que ça puisse fonctionner, parce que même si Wine est quand même assez intéressant et assez formidable à utiliser, parfois il y a certains programmes qui ne fonctionnent pas. Allez, maintenant on va tenter d'utiliser des programmes qui sont prévus pour Windows, donc des .exe directement sur Linux. Donc la première application que j'ai envie de tester, c'est Notepad++. Donc je l'utilise beaucoup pour du développement. C'est une application vraiment que j'affectionne particulièrement au niveau de son ergonomie. Elle est bien pensée et je trouve pas son équivalent sur Linux. Et du coup je vais pouvoir tester de l'installer et de le lancer. Donc là je suis allé sur le site officiel, j'ai récupéré mon petit .exe ici, donc je viens de le télécharger, hop, et ici donc j'ai l'installateur ici qui est directement disponible en .exe et donc on va l'exécuter. Donc habituellement les .exe ne s'exécutent pas sur Linux, mais là Wine est installé, donc si vous cliquez 2 fois, vous allez pouvoir faire exécuter comme sur Windows et là vous avez un petit verre de vin comme ça qui a comme ça clignoté, c'est Wine qui veut dire vin en anglais. Donc là ici, on va faire OK. Alors là déjà, première chose qu'on peut constater, c'est que je suis en résolution 4K, je me suis mis à 200% et sur Wine, on reste sur un visuel qui est plus petit, donc probablement qu'il va falloir faire du scaling pour avoir, je dirais, le même affichage que ce que j'ai derrière. Malgré tout, donc j'ai les fenêtres qui fonctionnent nickel et visiblement ça répond correctement. Donc là, la petite notice d'installation, comme habituellement, ici l'installateur comme sur Windows, hop, on fait suivant. Donc on va laisser tout ça par défaut. On va activer le raccourci, je ne sais pas si ça va fonctionner. Ça sera l'occasion de le tester. Donc voilà, il est en train d'installer tout ça. Voilà, et on va faire lancer Notepad++. Alors tout à l'heure, j'avais un message comme quoi il n'y avait peut-être pas
certaines extensions .NET, mais a priori ça fonctionne. Et voilà, j'ai donc mon application Notepad++ qui fonctionne nickel. Donc déjà, premier test réalisé avec succès. On a donc une application prévue pour Windows en .exe qui fonctionne sans souci. Donc là ici, voilà, je peux zoomer directement à l'intérieur de l'éditeur. Par contre, pour la partie haute ici, c'est un petit peu miniature. Alors si vous êtes sur une résolution 1080p, vous ne devriez pas avoir de soucis, mais c'est vrai que sur une résolution 4K, étant donné qu'on est sur vraiment une résolution qui est très très fine, il faut obligatoirement avoir un effet de scaling pour avoir, je dirais, l'écriture un petit peu plus grosse, sinon vous avez tout qui est un petit peu petit comme ça. Donc je vais essayer de chercher une autre application et on va tester ça également juste après. Voilà une autre application que je trouve vraiment pratique sur Windows, c'est Windirstat. Alors il y a l'équivalent sur Linux, je sais, faut pas me jeter des pierres, c'est juste que j'ai envie de tester si elle fonctionne également sur Linux. Donc là ce qu'on va faire, on va télécharger ici l'application, hop, je suppose que c'est par ici, on va prendre le MSI 64 bits, hop, on va ouvrir notre dossier de téléchargement, on double-clique dessus, et donc là, pareil, l'installateur se lance. Alors là, attention, on voit que du charabia, bon, c'est pas grave, next. Donc vous voyez, ce qui est marrant, c'est qu'il a gardé l'arborescence programme file. Donc ça, hein, c'est l'émulation de Wine qui permet donc de faire fonctionner probablement ce répertoire. Donc hop, on va créer un raccourci. Next, install. Voilà, donc Windirstat est installé. J'ai donc une icône ici. Il m'a créé une deuxième icône. Visiblement, ça doit faire, je sais pas, une liaison peut-être avec le programme. Bon, c'est pas grave. On va lancer le programme. On va voir si ça fonctionne correctement. Hop. Donc là ici, alors visiblement hein, j'ai plus beaucoup de place, je pense que c'est à cause de OneDrive qui a dû tout synchroniser les fichiers, donc ça je verrai un petit peu après, donc ça laisse pas beaucoup effectivement de possibilités. Donc là ici, voilà tout ce qu'il détecte ici, hein. Il détecte donc ces deux points, donc le disque dur principal, le des deux points ici, et ici Windows, Linux. Donc on va faire par exemple OK ici. Et hop, ici, comme vous pouvez le voir, hein, il arrive bien à avoir accès aux fichiers. Il fonctionne exactement comme sur Windows. Et bon, là, il y a beaucoup de fichiers à scanner. Donc, il est en train de faire son petit travail. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Windirstat, c'est un logiciel qui permet, en gros, de voir un petit peu quels sont les fichiers les plus volumineux, les dossiers les plus volumineux pour pouvoir facilement nettoyer un petit peu votre disque dur, faire de la place. Et donc, voilà un petit peu, hein, on va voir tout de suite quel est le dossier qui me pose problème. Et là, on voit tout de suite hein, que l'un des dossiers qui pose souci, c'est le dossier utilisateur. Et donc, probablement, hein, comme je vous disais, c'est certainement sur la partie OneDrive que ça pose problème. Alors là, ce qui est étrange, c'est que sur mon disque physique que j'ai mis sur la machine virtuelle, j'ai 30 Go, il me semble de mémoire, mais là, il arrive à retrouver 100 Go, probablement parce que OneDrive a synchronisé des fichiers peut-être en lecture seule, mais qui prennent de la place, visiblement peut-être, mais qui ne sont pas forcément réellement utilisés sur le système. Je ne sais pas si je suis très clair, mais un petit peu comme iCloud par exemple, où vous pourrez après télécharger le contenu de vos fichiers lorsque vous voulez les lire directement, sinon ils restent sur le cloud. Donc voilà, et là on peut voir ici quelle est l'extension qui prend le plus de place, etc. Bref, c'est super bien foutu. Vous avez ici comme ici une sorte de cluster en fait, des petits clusters comme ça. En réalité, c'est chacun de vos fichiers avec la taille qu'ils prennent. Et donc voilà un petit peu ce que ça donne. Bref, le logiciel a l'air de fonctionner correctement. Alors je sais pas s'il fonctionne sur tous les points, mais en tout cas, là à première vue, ça se lance, ça détecte les fichiers. Donc mission accomplie pour celui-ci aussi. Allez, dernier petit programme que j'ai envie de tester, c'est WinSCP. Donc c'est un petit utilitaire que j'utilise très souvent pour faire des transferts depuis mon PC vers des serveurs dédiés, des VPS ou autres. C'est super pratique à utiliser, j'aime beaucoup ce programme et j'ai pas forcément l'équivalent au niveau ergonomie sur Linux. Du coup, je trouve ça bien de pouvoir tester ça. Alors hop, j'ai déjà téléchargé le fichier, là c'est le site officiel. Je vais aller hop sur le dossier téléchargement et on va faire comme pour les autres. On va exécuter le fichier. Donc allez, installer pour tous les utilisateurs, accepter. Donc installation typique, suivant, suivant, installer. Voilà, donc il m'a créé mon petit logo. Alors hop, on va faire lancer WinSCP, tac. Est-ce que ça se lance? Pas certain. Donc je vais le lancer à la main.
Peut-être que ça ne marche pas directement via l'installateur. Et voilà, hein, ça a l'air de fonctionner. Hop. Voilà, donc là ici on a l'interface de connexion. Alors vous voyez, petit bug par exemple qui est mal implémenté. Si je bouge cette fenêtre, ça bouge toutes les fenêtres. Je peux pas en fait voilà, bouger la fenêtre indépendamment, donc il faut que je fasse comme ça et après comme ça. Bon, c'est pas très grave. Donc là voilà, hein, au niveau de la connexion, donc je vais essayer de me connecter sur un de mes serveurs, on va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne je vous dirai effectivement si vous pouvez utiliser ce programme au travers de Winux. Voilà, je viens de me connecter sur mon serveur et ma foi, ça fonctionne nickel, exactement comme sur Windows, mis à part cette taille de police miniature. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, hein, vous allez pouvoir utiliser des programmes Windows directement à l'intérieur de Winux. Alors attention, c'est pas propre à Winux, c'est grâce à Wine que vous pouvez le faire. Et Wine, il est disponible sur la plupart des distributions Linux. Là, je dirais que c'est préinstallé, donc c'est ce qui est un petit peu intéressant, c'est facile à utiliser. Je pense que je ferai une vidéo un petit peu plus, je dirais, dédiée à Wine, un gros tutoriel où on va voir un petit peu comment l'utiliser, le configurer sur d'autres distributions Linux. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer cette vidéo lorsqu'elle paraîtra. Je sais pas quand est-ce que je prévoirai ça, mais je me le note dans ma liste de vidéos à prévoir. Allez, je vous reprends face caméra. Donc comme vous avez pu le voir, hein, Winux c'est vraiment intéressant hein, pour ceux qui veulent faire une transition un petit peu en douceur de Windows à Linux. Je sais que certains vont avoir des boutons, vont hurler parce que c'est pas du tout la philosophie initiale de Linux, mais malgré tout cette distribution elle existe, même si elle est très discutable, et ça peut être une bonne solution pour certaines personnes qui aiment bien Windows mais qui veulent s'en débarrasser. Si vous êtes intéressé pour installer cette distribution Linux, ben ça tombe bien. Dernière partie, je vous montre comment réaliser l'installation sur une machine virtuelle. Je vous montre juste le process d'installation. Je ne vais pas faire la création de la VM. Je considère que vous savez déjà le faire. Il y a déjà un tutoriel sur la chaîne. Allez, je viens de démarrer l'ISO. Donc là, on est juste sur la sélection du langage. Donc je vais me mettre en français. Hop, je me remets là-dessus. On va se mettre en français et on va faire le premier démarrage. Donc hop, entrée. Et vous allez voir déjà dès l'écran d'accueil de chargement, vous verrez qu'on est déjà sur quelque chose qui est très proche de Windows. On va le laisser travailler. Alors c'est un petit peu long, hein, effectivement, je suis sur une machine virtuelle. Hop, voilà. Donc il y a quand même des petits restes hein, de Linux, vous avez vu, on a quand même de la verbosité un tout petit peu au niveau du terminal. Et donc là, le système va démarrer. Donc c'est un live CD aussi, donc vous allez pouvoir au chargement pouvoir tester l'interface sans avoir spécialement besoin de l'installer. Ça sera beaucoup moins réactif que de l'avoir installé sur le système, et ça vous permet déjà de vous familiariser un peu avec l'OS. Alors là, hein, comme vous pouvez voir, hein, Winux 11 with Copilot, donc on est clairement sur un truc abusé, mais bon. Après tout, Copilot, c'est une application tierce, donc on peut l'installer a priori de manière indépendante, et Winux s'appelle Winux et pas Windows, même si c'est fortement pompé. C'est surtout ce que vous voyez à l'écran qui est un petit peu abusé, donc la copie conforme de Windows. Donc là je suis donc sur le live CD, donc vous pouvez naviguer en gros sur le menu démarrer, etc., comme vous le faites directement avec Ubuntu, hein, puisque derrière de toute façon c'est Ubuntu. Même sur d'autres distributions Linux aussi vous pouvez faire du live CD. Donc là ici je vais juste agrandir la résolution pour qu'on puisse y voir un tout petit peu mieux au niveau de la vidéo. Je vais me mettre au moins en Full HD, hop, tac, en 1080p, ça sera peut-être un petit peu mieux, hop, on va garder ça, voilà. Je zoomerai de toute façon un petit peu plus sur la vidéo, vous y verrez un petit peu plus gros. Donc on va laisser comme ça, et donc pour l'installer ici, hein, c'est pas très compliqué, vous avez ici une petite icône, installe Winux 11 LTS, on va cliquer dessus, double-cliquer, et ça va vous ouvrir l'installateur. Donc cet installateur là il est je dirais assez commun sur d'autres distributions Linux, donc en fait c'est le même process tout simplement. Il vous suffira juste ici de choisir votre langage ici, donc on va mettre le français. Donc bien sûr vous aurez une distribution qui pourra être totalement en français, donc ça aussi gros point positif pour ceux qui veulent pas se prendre la tête avec l'anglais. Hop, donc on va faire effacer les disques. Donc vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser un partitionnement manuel pour ceux qui ont l'habitude. Donc là ici, on va mettre notre nom. Hop, donc
la revue geek. Ici, je vais mettre VM Winux. Donc ça, c'est le nom qui apparaîtra sur votre réseau, ce qui sera assez pratique après à repérer votre ordinateur sur le réseau ou votre machine virtuelle. Hop, on va faire suivant. On valide les choix qu'on a sélectionnés. Tac. Installer maintenant. Et donc voilà, ça c'est la petite image que j'avais partagée sur la chaîne, donc sur un post. Maintenant, vous savez d'où elle vient. J'ai fait une capture d'écran de l'installateur de Winux. Donc, je le laisse installer tranquillement et ensuite, on se reprend dès que c'est terminé. Et ensuite, vous saurez comment installer Winux sur une machine virtuelle ou sur un ordinateur. Et voilà, installation terminée. Il ne vous reste plus qu'à cocher sur terminer et ça va directement redémarrer votre ordinateur et vous booterez sur l'écran de démarrage. Et voilà, on se laisse sur la conclusion. Et voilà les amis, cette vidéo arrive à son terme. Alors j'espère que cette petite présentation vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Alors surtout, ne m'insultez pas, ne vous lâchez pas en critique. C'est pas moi qui ai développé cette distribution, malgré tout elle existe. Je sais que certains vont détester, mais d'autres vont peut-être apprécier la transition sur Linux. Alors je sais qu'elle va vraiment à contresens de la philosophie de Linux, surtout sur le côté payant. Je trouve ça fort de café de devoir payer pour débloquer certaines fonctionnalités. Ça va carrément à l'encontre de je dirais, de l'essence même de Linux. Je trouve aussi ça fort de café parce qu'ils utilisent des outils open source ou pas mal de programmes open source ou libres et derrière, ils ajoutent des fonctionnalités payantes. Alors, payer pour du support, pourquoi pas, comme beaucoup de distributions, quand même la majorité des distributions Linux le font. Là, on paye pour de l'humain, pour de l'aide, mais payer pour des fonctionnalités, je trouve ça quand même un petit peu moyen. Bref, malgré tout, ils le font. Visiblement, c'est toléré et vous pouvez donc télécharger cette distribution directement sur leur site officiel. Je vous mettrai le lien en description, bien sûr, comme d'habitude. Si jamais vous avez des réactions ou autres, n'hésitez pas à le poster en commentaire. N'hésitez pas également à mettre un max de likes si vous avez apprécié cette vidéo. Il y aura encore plein d'autres vidéos à venir sur la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Pour ceux qui veulent tchatcher avec moi un petit peu, qui veulent me rejoindre sur les réseaux, vous pouvez également me rejoindre sur X où je suis pas mal actif, sur Instagram, sur TikTok, bref, ne vous gênez surtout pas. Et sur ce, écoutez, je vais monter la vidéo. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.